Aujourd'hui, je vous propose une synthèse en une page, comme je les aime bien. Alors, ce n'est pas une synthèse pour l'examen d'entrée, il y a trop de détails dessus, c'est plutôt une synthèse pour le cours de chimie en réto en Belgique, la dernière année. Et donc, le chapitre des acides bases qui fait un tiers de l'année, je n'ai pas su tout mettre en une seule page, il me faudra une deuxième page pour synthétiser ça. Et donc, cette première partie porte sur les acides bases en solution, donc qu'est-ce qui apporte de l'acidité et de la basicité à l'eau. Et une deuxième partie portera sur les acides bases en action, donc quand un acide rencontre une base, comment est-ce qu'ils réagissent entre eux. Donc ici, on va se focaliser sur les molécules dans l'eau. Et donc, c'est quoi être un acide ? Et donc, un acide, c'est une molécule qui va posséder un hydrogène et qui va être capable de plus ou moins s'en débarrasser. Et donc, si on le met dans l'eau, il va avoir tendance à le donner à l'eau. Et donc, il va former avec l'eau une nouvelle molécule qui s'appellera H3O+. On va le rencontrer beaucoup celui-là. C'est l'ion hydronium. Donc l'ion hydronium, H3O+, c'est un acide qu'on va trouver dans l'eau. Acide le plus fort qu'on peut trouver dans l'eau. Alors une base, c'est quoi ? C'est l'inverse d'un acide. Donc au lieu de donner un H+ à l'eau, la base, elle va avoir tendance à prendre un H+ à l'eau, ou à autre chose, mais ici on est dans l'eau. Et donc une base, on va la reconnaître avec le fait qu'elle puisse attirer du H+, et donc souvent elle va avoir cette charge négative, et donc quand elle va prendre un H+ à l'eau, qu'est-ce qui restera de l'eau ? Le OH-, donc perdre un H+, ça donne du OH-. OH-, l'ion hydroxyde, et voilà, donc ça c'est les molécules qui sont des acides et des bases. Alors où est-ce qu'on va les trouver, ces acides et ces bases ? Mais dans différents solutés. Donc on peut avoir des solutés solides, liquides ou gazeux, qu'on va pouvoir mettre dans l'eau. Et donc les premiers solutés qu'on peut rencontrer, c'est des sels ou des hydroxydes, qui sont donc des solides, des composés ioniques. Et dès que vous allez les mettre dans l'eau, ils vont former des ions. Alors écrire des équations de dissociation dans l'eau, donc l'eau est un catalyseur qui vient couper les morceaux positifs et négatifs qui étaient présents à l'avance dans le sel. Alors dans un sel, ils vont donc repérer que l'avant du sel, c'est un métal. Souvent, c'est ça qui est positif, c'est l'atome positif par excellence. Les métaux dans le tableau ont tendance à vider leur couche, à faire des ions 1+, 2+, 3+. Alors, il y a un petit intrus dans l'histoire, c'est que NH4 est aussi un ion positif qu'on peut trouver dans les sels. Donc, tous les sels d'ammonium, donc chlorure d'ammonium, sulfate d'ammonium, vont libérer dans l'eau la partie positive avant. C'est le seul groupement positif qui, lui, va faire partie de la famille des acides. Donc, vous voyez bien qu'il a un H+, et qu'il va pouvoir le libérer, donc c'est bien un acide. Toute la partie droite du sel, la partie négative du sel, elle, vous voyez ce fameux petit moins, 1-, 2-, selon la valence du non-métal, sulfure, moins, ou chlorure, une fois moins, et tous les groupements négatifs, les sulfates, nitrates, hydroxydes, hydrogénosulfates, tout ça ont cette charge moins et donc vont faire partie des familles, des bases, des molécules capables de prendre H+, quand on les mettra en solution, de prendre ça à l'eau. Donc ça, c'est toutes des bases. Alors il y a de nouveau un petit intrus. Parmi ces groupements négatifs, il y en a qui sont des ions qui possèdent encore un H, les ions hydrogénaux. Et donc ces ions hydrogénaux sont ce qu'on appelle des ampholites. Ils ont un petit peu les deux capacités. Donc, quand on peut à la fois être un acide et une base, on va être un ampholite. Ampholite. Ok, alors ça c'est les sels, donc on va mettre en solution qui vont se dissocier et donner des différents morceaux positifs et négatifs qui peuvent être acides ou basiques. Alors il y a certains sels qui vont être neutres. Quand vous mettez du NaCl dans l'eau de cuisine, ça ne donne ni d'acidité ni de basicité. Donc on verra ensuite, on verra un peu plus tard que certaines bases n'en sont pas vraiment. Alors, au niveau des autres molécules qu'on peut mettre dans l'eau pour avoir de l'acidité, on a des molécules covalentes. Alors, il y a NH3. NH3, c'est un gaz, l'ammoniac. Si vous le mettez dans l'eau, ça va apporter de la basicité. Donc, j'ai dessiné ça en bleu. Alors, la basicité vient du fait qu'il y a ici un doublet non-liant sur l'azote qui est capable d'attirer des H+. Et cette molécule ne va pas libérer ces H comme un acide. Alors, il y a aussi des molécules covalentes qui sont appelées acides. Donc, vous imaginez bien que ce seront des beaux acides
et eux ne vont pas venir d'un sel. Donc les acides ternaires, binaires, HCl, HI, il y en a toute une série. Ça peut aussi être donc des acides organiques qui vont avoir des CH3, CH2, tout ce qu'on veut. Et la fonction acide en chimie organique, c'est COO. Et donc la partie acide du H qui peut être donné à l'eau et donné du H3O+, il est à droite. Donc ça, c'est des acides covalents. NH3 est la seule base covalente. Alors vous voyez que j'ai mis aussi la molécule d'eau elle-même comme étant un composé qui peut apporter de l'acidité à l'eau. Alors en fait, c'est aussi un ampholyte, l'eau. Puisque l'eau, on peut lui donner H+, ou elle peut prendre H+. Donc selon ce qu'on met dans l'eau, elle va jouer les deux rôles. Donc elle a son fameux H, donc elle peut le donner à une base, il est formé au H-, et elle a aussi, comme le NH3, des doublés non liants assez puissants que pour attirer un H+, et donc c'est aussi un ampholyte. Donc elle peut jouer le rôle d'acide et le rôle de base. Ok, alors vous allez me dire qu'NH3 a aussi des H, mais lui, il ne va absolument pas le jouer. On va dire que c'est l'acide du NH3 est de force nulle. Ok, donc on va peut-être commencer à parler des forces. Alors, c'est quoi une force? C'est la tendance à donner H+ à l'eau. Donc, quand on a un acide, qu'on le met dans l'eau, l'eau va jouer le rôle de base. Alors, l'eau est assez faible comme base. C'est la base la plus faible, juste avant les nuls. Et les acides vont avoir une tendance plus ou moins grande. Donc, selon qu'ils sont forts, ils vont faire une réaction complète. S'ils sont faibles, la réaction va être très très faible, en fait, un équilibre très déplacé vers la gauche, et peuvent être aussi de force nulle, et donc ne pas réagir. Voilà, et donc on a des constantes d'acidité qui définissent les forces des acides, et ces acides sont donc classés dans des tables de force, avec les plus forts au-dessus, les acides forts, et puis les acides faibles un peu plus bas, et les acides de force nulle dont on parle même plus, qui eux ne vont pas jouer le rôle d'acide, ne vont pas donner H+ à l'eau. Voilà, alors cette force est une constante d'équilibre. Dans une constante d'équilibre, on met les produits au-dessus, et les produits qu'on obtient quand on met un acide dans l'eau, c'est ce fameux H3O+, l'acide a donné son H+ à l'eau. Et la deuxième partie, c'est en fait ce qu'on appellera la base conjuguée. Donc une base conjuguée, on met un petit prime comme ça, elle va aussi avoir différentes forces. Si on a un acide fort, sa base conjuguée, elle est de force nulle. Si on a un acide faible, sa base conjuguée, elle est faible. Et si on a un acide nul, sa base conjuguée, elle est forte. Et donc, on va se retrouver avec des couples, donc des acides qui ont leur H et la base qui a perdu le H et qui a le petit moins. Et donc, on va avoir des acides comme HCl, sa base conjuguée, c'est Cl-. Donc, vous avez juste le H qui part. Alors, parmi tous ces couples, on va retrouver le couple de l'eau, H2O qui donne H3O+, et H2O qui donne OH-, selon qu'elle a pris H+, ou elle a donné H+. Alors, dans le tableau, on a donc des acides forts, très forts ici, qui vont réagir complètement, et on a des bases fortes qui vont aussi réagir complètement. Ensuite on a des faibles, qui vont réagir un petit peu moins, avec un petit peu moins de conviction, même très très peu en fait. On dit que les faibles restent majoritairement intacts. Et les nuls, on n'en parle même pas, ils ne font pas ça, ils ne donnent pas leur H ou ne prennent pas le H à l'eau. Donc si on continue au niveau de la théorie, donc la force des bases, c'est la constante de basicité, le Kb, c'est le même principe que pour les forces des acides. On regarde les produits qu'ils forment dans l'eau, donc les bases, elles forment le OH-, puisqu'elles prennent H+ à l'eau et il reste OH-, et elles forment aussi leur acide conjugué, qui lui va être la base qui a repris le H. Donc si la base est négative, le H+ va donner un acide neutre. Si la base est NH3, l'acide sera NH4+. Donc on a chaque fois des couples chargés ou pas chargés. Et il y a aussi des bases fortes qui vont disparaître complètement, des acides, des bases faibles qui vont rester majoritairement intactes. Donc les valeurs des K et des Kb pour les faibles, c'est du 10 exposant moins jusqu'à moins 10, moins 9, moins 6. Donc c'est très 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 peu de produits présents quand on a des faibles. Voilà. Alors, pour
pouvoir obtenir cette force, donc ce chiffre de K, on l'a directement dans les tableaux. Pour pouvoir obtenir le chiffre du KB, il y a un calcul à faire et en fait le KB est inversement proportionnel au KA. Donc si vous avez un grand KA, vous avez un petit KB, hein, les forts avec les nuls et les faibles avec les faibles, etc. Et donc on va utiliser une autre constante qui est KW. W est là pour water, donc c'est la constante de l'eau. Donc je vous ai déjà dit que l'eau était un ampholyte, qu'elle pouvait jouer les deux rôles, prendre H+, ou donner H+, mais elle peut le faire avec elle-même. Donc dans les solutions d'eau pure, l'eau est neutre, hein, c'est d'un point de vue acido-basique, mais il y a quand même quelques molécules d'eau qui vont jouer le rôle d'acide, et donc donner H+, et quelques molécules d'eau qui vont jouer le rôle de base, et donc prendre H+. Et donc ça va donner ces fameux ions hydronium, les ions d'acidité, qui donnent le côté piquant à l'eau, quand il y en a beaucoup, et OH- qui est le côté basique de l'eau. Et donc, eux sont des ions les plus forts, ils ont tendance à fortement prendre et donner, donc l'équilibre, vous comprenez bien qu'il est complètement déplacé vers la gauche, et donc il y a très très peu, elle reste vraiment majoritairement intacte, très très peu d'H3O+, et d'OH-, et donc c'est quantifié, cette quantité d'ions, ce qu'on va appeler le produit ionique de l'eau, qui est associé à la réaction d'autoprotolyse de l'eau, donc elle est toute seule, elle lise, elle coupe un proton, donc l'eau est capable de s'arracher un H+ à elle-même, et on va obtenir un produit, donc dans les constantes c'est toujours fois, hein, les constantes à l'équilibre, les petits crochets, et donc le produit ionique de l'eau, le produit des ions de l'eau, ça s'appelle KW, donc c'est une constante. Alors il manque la partie en dessous du KC, donc les réactifs H2O fois H2O, on aurait pu les mettre en dessous, mais ici on a simplifié cette constante et uniquement gardé les ions qui vont très fort varier. Dès qu'on va mettre un acide ou une base dans l'eau, les quantités de H3+ et de OH- vont bouger. Mais par contre, le produit des deux respecte une constante, donc est toujours de 1, 10-14. Voilà, et donc comme dans l'eau pure, chaque fois qu'on a fabriqué un OH-, on a fabriqué la même quantité d'H3O+, ils apparaissent ensemble, hein, c'est quand elles s'arrachent mutuellement le H+. On peut retrouver la quantité d'H3O+ et de OH- dans l'eau en faisant la racine carrée du 10-14, et on a un 10-7. Alors, les chimistes ont inventé une valeur, la puissance hydrogène, le pH, qui va considérer la quantité de H+ dans l'eau, mais en ne prenant que de H+ sur l'eau, donc H3O+, en ne prenant que la puissance du chiffre. Et donc, on le fait en inversé. Plus la quantité d'H3O+ est faible, plus le pH sera grand. Donc, je vais mettre ça peut-être en jaune. Donc, si le pH augmente, c'est inversement proportionnel à la quantité d'H3O+. Donc, les petits pH de 0 à 7 sont les solutions où il y a beaucoup d'H3O+. Et donc, la formule pour le pH, c'est on prend moins le logarithme de la concentration d'H3O+. Donc, en fait, on va chercher le petit chiffre en l'air. Et si on veut aller à l'envers, donc retrouver le pH, retrouver la concentration d'H3O+ à partir du pH, mais on prend le pH et on le met en exposant, entre 10 exposants moins pH, donc inversement proportionnel avec le moins. Et c'est une échelle logarithmique. Voilà, et donc quand on fait moins le logarithme de 10 exposants moins 7, on obtient 7, qui est le pH de l'eau, des solutions neutres, autant d'H3O+ que d'OH-. Comment est-ce qu'on peut retrouver la quantité d'OH- qu'il y a dans une solution dont on connaît le pH? Mais on transforme la formule du KW, et on fait OH- égale KW sur H3O+. Donc on fait passer H3O+ en dessous du KW. Donc il y a différentes formules qui relient le pH, les concentrations en ions d'acidité et de basicité. Alors dans les solutions basiques, on aura des bases qui sont venues fournir de la basicité. Et donc la concentration d'H3O+ sera supérieure à 10-7. Et dans les solutions acides, on aura des acides, forts ou faibles, qui auront apporté une certaine quantité d'H3O+. Et donc, on aura une quantité d'H3+ qui sera supérieure à 10-7. On peut s'amuser à diluer, à rajouter de l'eau, à faire baisser les concentrations d'acidité. Donc, pour rendre quelque chose moins acide, il suffit de diluer.
Oui, pardon. Les pH sont valables pour les solutions diluées. Donc, on ne va jamais parler de pH pour des solutions qui auront plus qu'une mole par litre. Donc, on aura une mole par litre et jusqu'à très peu, mais maximum une mole par litre. Dans l'autre sens, c'est valable aussi. On va considérer des bases jusqu'à une mole par litre de OH-. Donc, si on fait des solutions de NaOH 2 molaires, il n'y a pas de pH pour définir ça. Ok, et donc quand on dilue, et qu'on va donc diluer 10 fois, on va chaque fois bouger d'une unité de pH. Donc si vous diluez 10 fois, le pH ne fait que plus 1. Et dans l'autre sens, si vous prenez une solution 1 mol par litre de OH-, que vous diluez 10 fois, la quantité diminue de 1 unité. Alors on pourrait s'amuser à diluer en série, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, et chaque fois faire varier le pH de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça c'est vrai. Et donc une solution dont le pH prend 2 unités 100 fois moins acide. Mais il y a l'histoire de la barrière. Donc on ne peut pas diluer une solution acide pour qu'elle devienne basique. Donc une solution acide diluée de plus en plus va avoir un pH qui va être de plus en plus proche de 7. Donc vous allez être à 6, à 6,9, 6,99. Il va se rapprocher de 7, mais il ne va jamais passer de l'autre côté. Donc pareil, si vous diluez une solution basique, si vous faites 1000 fois de dilution, vous allez avoir un pH qui va diminuer de 3 fois, mais vous ne pouvez pas à nouveau passer la barrière. Donc si vous diluez en voulant aller dans les solutions basiques, ça ne va pas le faire. Vous allez passer de 8 à 7,9, 0,9, etc. Vous allez vous rapprocher du 7 sans jamais le dépasser. Ok, donc ça c'est les solutions avec des acides, des bases qui peuvent chaque fois donner leur conjugué dans l'eau, des couples. Alors il y a encore une solution dans laquelle il ne se passe pas de réaction et pourtant on y met un acide qui est susceptible de donner H+, avec une base qui est susceptible de la prendre et on considère quand même que c'est une solution où il n'y a pas de réaction entre un acide et une base. En fait, il y en a une, mais elle redonne chaque fois l'autre. Donc, quand vous avez un acide avec sa propre base conjuguée, donc si on prenait NH4+, et que vous le mettiez en solution avec sa propre base conjuguée, c'est NH3, et que vous les laissiez réagir gentiment, avec pas énormément de force, ils sont faibles les deux, NH4+, va donner sa base conjuguée NH3, et NH3 va donner son acide conjugué NH4+. Donc vous tournez en rond. Ça va, donc ils réagissent entre eux en donnant la même chose. Alors ça, quand vous avez à la fois un acide et sa base conjuguée dans l'eau, vous allez avoir 3 constantes qui vont être en jeu, donc la force de l'acide, la force de la base, et aussi la quantité d'H3O+, qui doit être contrebalancée et toujours respecter le Kw. Et donc tout ça fait que le pH d'un mélange tampon, d'un mélange qui contient un acide et sa base conjuguée, on va toujours être à un pH proche de son pKa. Donc ça, c'est hyper important dans toutes les solutions aqueuses avec des réactions biologiques, genre faire de la bière, avoir un pH dans les cellules où les enzymes fonctionnent, les digestions, des machins comme ça. Donc avoir un moyen pour qu'une solution aqueuse garde un pH et donc que tous les éléments biologiques se trouvent bien dedans, c'est ça les tampons. Et donc le pH va toujours être proche du pKa. Alors le pKa, c'est juste moins le logarithme du Ka. Donc on prend aussi le chiffre qui est en l'air dans la constante, le 10 moins 12, ça devient 12, comme pKa par exemple. Et donc c'est aussi dans les tableaux. Donc on a dans le tableau de classement, on a les Ka et on a les pKa juste à côté. Et donc, on peut avoir des mélanges tampons qui auront des pH proches de toutes les valeurs qu'on veut, selon le couple qu'on prend. Voilà, donc il nous restera à regarder ces molécules en solution, comment elles ont envie de réagir et jusqu'où vont les réactions et comment est-ce qu'on peut, grâce à ces réactions, mesurer le titre des solutions. Donc, il reste réaction acide-base et titrage dans le reste du chapitre. Bonne journée.